merci pour votre présence et votre curiosité. On est très content de vous accueillir cet après-midi pour la présentation, du coup, dans le cadre du portrait territorialisé de la relation administrative de l'indicateur de vulnérabilité administrative, qui voilà, s'est donné pour objectif de mesurer les besoins d'accompagnement aux démarches administratives sur les territoires. Pour petit rappel classique, ce projet s'intègre dans le cadre du Lab Accès, le Lab Accès qui, du coup, est un projet de recherche, mais aussi d'action concrète qui s'intéresse à l'accès aux droits et la lutte contre le non-recours, dont le cadre de la dématérialisation, de la mise en place effectivement d'un certain nombre de services dématérialisés de la part des opérateurs et des administrations, et sur lequel on travaille maintenant depuis quasiment 3 ans, voilà, avec différentes échelles, différentes typologies d'intervention. Ce travail autour du portrait territorialisé de la relation administrative, on aura l'occasion certainement d'y revenir, mais s'inscrit sur un territoire précis, le pays de Brocéliande, et un peu la continuité d'un ensemble d'actions qu'on a pu mettre en place au niveau général du Lab Accès et au niveau local, en collaboration avec le département d'Ille-et-Vilaine et également avec la communauté de communes de Saint-Mamin-Montauban et d'autres maintenant EPCI locaux du pays de Brocéliande, dans le but effectivement d'avoir un outil qui peut permettre une certaine forme de diagnostic et de coopération à une échelle territoriale. Pour vous présenter un peu rapidement notre intervention, on va avoir une heure de présentation à 3 voix, donc avec les personnes présentes que je laisserai se présenter autour de moi, et puis une heure d'échange sur lequel on souhaite voilà, recueillir vos avis et vos questions. Pour ce qui est de vos questions, n'hésitez pas quand elles vous viennent à les poser dans le chat qui est intégré, du coup, l'espace de discussion qui est intégré à Zoom, de manière à ce qu'on puisse les traiter pendant ou ensuite dans le temps de discussion qui vous sera proposé. Voilà, donc je propose à mes complices de se présenter avant de rentrer concrètement dans la présentation du temps dédié à cet indicateur. Oui, bonjour à tous, je suis François Saurin, je travaille à Ascoria et je coordonne les actions de recherche du Lab Access. Du coup, François fait un signe parce que tu n'en as pas vu. C'est moi qui viens de parler, François. Je me situe. Du coup, Pierre Mazet, je suis chercheur en sciences sociales et chercheur en Lab Accès depuis ses débuts. Et je suis Léa Lecollinet, je suis étudiante à Sciences Po Rennes et je fais mon stage au TILAB et donc participe au Portrait et à d'autres projets du Lab Accès. Le Portrait, c'est l'acronyme pour portrait territorialisé de la relation administrative dans le jargon local. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, très rapidement, quelques mots sur le projet Lab Accès. Donc le projet est développé au sein du TILAB, Laboratoire Régional d'Innovation Publique, et donc j'anime et je suis un peu le porteur pour ce projet pour un certain nombre d'acteurs qui coopèrent voilà, à ce niveau. Le projet a un double objectif. Le premier, c'est d'apporter un éclairage concernant les effets de la dématérialisation sur les parcours d'accès aux droits sociaux et peut-être plus largement parfois aux services publics dématérialisés. Et puis l'identification et l'expérimentation de pistes qu'on traduit, nous, par des expérimentations concrètes permettant à différents niveaux de lutter contre le non-retour au droit dans ce contexte. Vous rappelez que vous pouvez voilà, voir les différentes productions qui sont ou des articles ou des rapports de recherche ou des livres de recettes de projets concrets, d'expérimentations concrètes qu'on mène et qui sont disponibles sur le site labaccès.fr, qui est le wiki de notre projet partagé et qui s'enrichit au fur et à mesure des contributions du comité scientifique du Lab Accès, des différents professionnels qui interviennent, mais aussi des partenaires qui coopèrent à ce niveau. Hop là.
Alors, je prends la main pour introduire plus avant la présentation. La séance de cet après-midi a pour but de vous présenter un élément du portrait territorialisé de la relation e-administrative, un élément qui est issu de cette démarche et qu'on appelle l'indicateur de vulnérabilité e-administrative. Donc là, je vais très rapidement resituer ce qu'est le portrait A, bon, sachant que vraiment l'intérêt, encore une fois, de l'après-midi, c'est de vous présenter nos travaux en ce qui concerne l'indicateur et à travers cet indicateur, la délicate et importante question de la mesure. Alors, le portrait, c'est un projet LabAccess, Benoît l'a dit. Il est issu de deux précédents chantiers. En fait, le LabAccess a accompagné l'ouverture d'un espace France Service dans une des communes et sur une des Comcom du territoire de Brocéliande. C'était la communauté de communes de Saint-Marin-Montauban. Et ce travail a été en fait complété par une immersion ethnographique, cette fois-ci dans un CEDAS, c'est-à-dire dans un centre départemental d'action sociale, toujours situé sur le pays de Brocéliande, à Montfort. À l'issue en fait, de ces deux travaux et de la connaissance, des connaissances qui se sont nouées avec les acteurs du territoire, le LabAccess a cheminé sur cette proposition qui est donc de concevoir et réaliser un portrait qui se voulait à la fois numérique et en même temps social et de l'accueil social. Enfin, vous voyez bien comment la thématique de la démat a ce site particulier qu'il faut attraper en même temps toutes ces dimensions, celle de l'accueil social, celle de l'aide numérique, celle de l'accompagnement social. Et la proposition qui a été faite est donc de travailler sur un portrait de la relation e-administrative. Alors, en dire un mot, si tu veux bien passer la slide suivante, Benoît. Merci. Donc, ce portrait, il vise donc à explorer les dimensions territoriales de l'accès au droit dans le contexte de la démat. Dans ce contexte de la démat, en quoi les territoires, à travers leurs différences et leur hétérogénéité, offrent finalement un contexte différencié, en tout cas c'est notre hypothèse, en ce qui concerne l'accès au droit. Et donc la démarche qu'on mène en ce moment, hein, qui s'est initiée dès 2019, hein, qui a été interrompue par le confinement, en tout cas réaménagée dans le premier confinement, et qui en est aujourd'hui à son sprint final, on va dire, elle vise quoi? Elle vise à interroger la manière dont les habitants peuvent faire face aux exigences numériques de la relation administrative dématérialisée. Comment les habitants, de quel type de ressources les habitants disposent pour faire face à ces exigences numériques. Alors, je marque juste un point d'arrêt pour rappeler que le LabAccess, effectivement, travaille sur cette notion d'exigence numérique, qui a été initialement proposée par Pierre Mazet, et puis qu'on a mis au travail au sein du LabAccess. L'idée principale, c'est qu'on ne s'intéresse pas en termes de non-recours ou d'accès au droit, simplement aux personnes incapables de faire une démarche administrative, mais on s'intéresse bien à ce qui les met en incapacité. On opère ce retournement-là. Qu'est-ce qui incapacite dans le cadre d'une démarche administrative? Et pour porter attention à cette mise en incapacité, on mobilise cette notion d'exigence numérique. Qu'est-ce que c'est les exigences numériques dans le cadre d'une relation administrative? C'est la contre-demande formulée par les institutions, les organismes sociaux, les administrations, à l'endroit des personnes lorsqu'ils s'engagent dans une démarche administrative. Alors, exigence de collectivité, d'une part, mais aussi exigence de produire un certain type de pièces, de s'engager dans un certain type de pratique, etc., etc. Alors, des exigences qui peuvent être communes à l'ensemble des démarches administratives dématérialisées, mais qui peuvent être aussi spécifiques. Et le propos, c'est de dire qu'il est intéressant de regarder un peu précisément, pour chacune des démarches administratives considérées, quelles sont les exigences produites dans le cadre de cette démarche à l'endroit des habitants. Voilà. Et ça permet de respécifier
les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les habitants, et puis de sortir de cette vision un peu binaire, les électroniques et les compétents, etc., etc. Donc voilà, pour bien insister sur ce point et l'expliciter. Donc notre portrait, en s'appuyant sur cette approche, va viser à identifier les facteurs de la vulnérabilité dans la relation administrative pour le pays de Brocéliande, qui comprend 3 différentes communautés de communes. Et il va aussi viser la constitution d'indicateurs d'aide à la décision pour les partenaires avec qui on travaille sur ce sujet. Ces partenaires sont le département d'Ille-et-Vilaine et l'agence de Brocéliande, et les différentes communautés de communes qui le composent. Des organismes sociaux sont aussi embarqués dans la démarche. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'est ce portrait, mais il mêle une approche, des approches quantitatives et des approches qualitatives. Il se réalise à travers la mobilisation d'un certain nombre de données sociodémographiques disponibles. On va en parler tout de suite après avec l'intervention de Pierre. Et il s'appuie également sur la réalisation d'ateliers avec des groupes professionnels constitués, par exemple le médiathécaire, bibliothécaire, le réseau de lecture publique, les travailleurs sociaux, les animateurs numériques de développement social, par exemple. Il s'appuie sur des monographies de certains lieux d'aide présents sur le territoire. Et il s'appuie également sur la passation d'un questionnaire sur une seule des 3 communautés de communes, pour des raisons pratiques. Un questionnaire qui est à la fois en direction de la population globale et qui porte sur les pratiques numériques et le rapport aux démarches administratives dématérialisées, et qui est également hétéro-administré, c'est-à-dire qu'on propose à des professionnels complices, en tout cas partenaires, de pouvoir aussi proposer ce questionnaire à des personnes qui sont demandeuses d'aide dans le cadre de leur propre rapport à l'administration. Voilà pour le tableau global du portrait. Toutes les informations plus détaillées sont disponibles sur le site de LiveAccess. Et à partir de maintenant, je passe la main à Pierre pour vous présenter comment, dans le cadre de ce portrait-là, il est vite apparu le besoin de se doter d'une méthode et d'un outil permettant en quelque sorte, identifier, qualifier les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes dans le cadre de leur relation administrative. Oui, je prends du coup la suite sur l'indicateur lui-même, enfin sur au moins deux de ces dimensions. J'en ai 4 comme vous pouvez le voir, puisque la dernière, l'accès à l'aide de démarches administratives, c'est François et Léa qui le présenteront. Du coup, là, on va un peu soulever le capot pour rentrer dans la fabrique des indicateurs, ce qui n'est pas forcément la chose la plus sexy du monde, et qui nous a semblé assez indispensable sur le territoire sur lequel on travaillait et avec lequel on travaillait. La démarche est faite de manière un peu concomitante d'un cubo, c'est-à-dire que les résultats d'un cubo sont sortis un peu, je ne sais plus exactement, mais un peu après qu'on ait commencé à travailler. Un cubo, l'indicateur d'un cubo, ça parle à tout le monde, pas celui qui a été conçu par le SGAR Occitanie, travaillé par l'ANSA et qui est diffusé maintenant et publicisé par la MENUM, qui a été donc en Occitanie bien développé, en plus sur un mode quand même spécifique assez approfondi par les acteurs locaux. La Rochelle, c'est la communauté d'agglo de La Rochelle qui l'a aussi mise en place, qui l'a testé et développé à l'échelle de l'agglomération. Et je crois qu'il y a UBIC, donc le hub du Sud-Ouest, qui va le mettre en place aussi, enfin le développer. Et la MENU, pour le coup, le propose. Il y a eu pas mal de conférences et de présentations de cet indicateur-là. Alors, j'expliquerai après en quoi on s'en démarque, nous, dans notre démarche. Mais pour dire que c'est quelque chose d'assez concomitant et qu'on a aussi des travaux en Belgique avec le Péric Broadcast qui a bossé sur la métropole de Bruxelles pour, de la même manière, en se basant sur les données d'enquête traitant du rapport au numérique des individus pour essayer de repérer des variables qui permettraient de construire des indicateurs. On va rentrer un peu
Notre spécificité, nous ici, outre le fait qu'on travaille quand même en lien avec les acteurs et que ça n'a de sens que parce qu'on construit avec les acteurs localement, c'est d'être vraiment centré sur cette question du non-recours et donc sur la volonté de mettre en évidence l'effet du fait d'être connecté ou pas sur l'accès au droit. C'est pour ça qu'on parle de vulnérabilité et pas simplement de fragilité. On parle de vulnérabilité dans son sens médical originel du fait d'être exposé à un risque. Et là, nous, le risque qu'on regarde, c'est celui du non-recours, de l'accès au droit rendu compliqué, voire impossible. Et l'ensemble se nomme du coup vulnérabilité administrative. Et il est composé de 4 domaines que je vais un peu développer. Juste pour dire, c'est effectivement, comme il est inscrit là, c'est une méthode et un outil. Du coup, cet outil-là n'est pas terminé. Là, on vous propose une présentation de cet outil, mais il peut avoir, en l'occurrence, il peut faire l'objet de différentes formalisations et il n'est pas en tant que tel totalement terminé, puisqu'on continue de travailler avec les acteurs, et on vous en parlera après, puisque c'est des ateliers collaboratifs sur l'une des dimensions qui ont lieu. Du coup, si on passe après, Benoît, pour rentrer un peu dedans. Juste sur le plan de présentation, rentrer sur les variables possibles qu'on peut utiliser dans cet indicateur, parce qu'on peut avoir effectivement différentes données. Donc, il s'agit surtout de repérer la disponibilité et la pertinence. On insiste beaucoup, nous, sur le fait que les données n'ont de sens que si elles sont appropriées par les acteurs et qu'il y a un enjeu vraiment à les co-construire et à les co-concevoir avec eux. Aujourd'hui, on présente un certain nombre de variables sous forme de score, vous verrez, qui visent vraiment à faciliter l'appropriation par les acteurs. Donc ça, on va pouvoir les tester demain. Ça veut dire que dans l'ensemble des variables possibles qu'on va vous présenter, il aurait été possible d'en choisir d'autres. On a fait ce choix-là, nous, pour des raisons qu'on vous expliquera après, mais d'autres sont possibles. Et Léa vous présentera un prototype pour le coup de projection cartographique, c'est-à-dire de ce qu'on peut faire en termes de carto à partir des données qu'on a sélectionnées pour cette présentation-là. Il y aurait deux possibilités de mise en cartographie et il y aurait la possibilité d'utiliser d'autres données. Donc, c'est un choix qui est fait ici à partir d'un travail qui est fait initialement vraiment sur les données pertinentes et leur disponibilité. Du coup, le truc d'après, Benoît, quand on rentre dedans. Qu'est-ce qu'on a comme données mobilisées dans le cadre de cet indicateur? Alors, comme tout le monde, on s'est basé sur des données d'enquête généralement réalisées en population générale, qui permettent d'obtenir, enfin d'identifier des caractéristiques et des variables qui sont corrélées au fait d'être connecté plus ou moins, d'avoir certains usages ou pas, et qui sont celles qu'on utilise tous, à savoir celles du CREDOC, de l'INSEE, de Capacity Marsoin, alors de Marsoin Capacity et de Marsoin les autres, parce que c'est vraiment, quand on va sur des indicateurs, on part de ces données-là qui sont réalisées en population générale. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver des données disponibles qui permettent de traiter de ces variables-là au niveau local envisagé, parce que ces données d'enquête au niveau national, elles valent de manière représentative à l'échelon national, mais pas nécessairement, c'est pas des données qui sortent du territoire qu'on regarde. Du coup, et d'ores et déjà, on est sur quelque chose de très différent d'une production de données quantitatives ad hoc, comme un équivalent du CREDOC, si vous voulez, ou d'un marsouin local, comme a pu le faire le Conseil régional de Corse, par exemple, qui a produit une enquête locale sur les 2 départements de la Corse, qui permet d'obtenir des données corse, en l'occurrence, sur ces questions-là. Là, on n'est pas à ce stade-là, nous, on n'est pas dans cette optique. On est vraiment de réussir à parvenir à construire un indicateur sur les données disponibles l'INSEE, même s'il y a certaines données qu'on produit nous directement dans le cadre du portrait A, notamment ceux sont relatifs à la localisation et la qualification des lieux et des acteurs ressources, qui sont la quatrième branche, l'accès à l'aide de démarches administratives, sur laquelle on a des données qui sont assez mixtes, puisqu'on a des données nationales, on a des données quantitatives locales, avec KiCapt, et puis on a aussi des données qu'on va recueillir avec les acteurs. Donc il y a une hétérogénéité des données, mais l'idée là, c'est de retenir que l'enjeu principal dans ces questions d'indicateurs, c'est-à-dire si on veut arriver à produire des indicateurs locaux, c'est qu'il faut chercher les variables, enfin les données qui sont disponibles localement,
et voir comment les résultats existants en national permettent de les éclairer. Du coup, si on entre un peu dans les... là, on est sur la première dimension, du coup, de l'accès aux équipements. Je vais aller assez rapidement là-dessus parce que Léa, maintenant, maîtrise beaucoup plus que moi. Et puis, parce qu'en plus, ça va vous faire une présentation, pour le coup, un peu cartographique de la chose. On a retenu, là, du coup, dans les variables possibles, il y a les taux de couverture mobile, le taux de couverture Internet, le taux d'équipement des ménages sur lequel on n'a pas de données disponibles INSEE, et c'est bien dommage. Pour le coup, il y en a au niveau national, mais on n'arrive pas à avoir de la donnée locale là-dessus, disponible. En tout cas, on ne l'a pas trouvé. Et puis, il y avait une autre dimension dans cette question de l'accès aux équipements de réseau, c'était tout ce qui a trait à la mobilité, à savoir les infrastructures de transport, l'existence d'offres de transport, que ça, on va faire de manière, en l'occurrence ad hoc, en essayant de recueillir les données qui existent. Il y a selon nous un enjeu très fort quand on est sur des questions d'accès, à ne pas penser simplement l'équipement en tant que tel et les tuyaux, même si c'est important, mais aussi les possibilités pour les habitants de se déplacer jusqu'à un point d'offre où ils auraient ou une offre réseau, pour le coup, à savoir par exemple un ordinateur connecté, ou aussi une offre d'accompagnement avec des degrés variables. Donc d'inclure vraiment dans l'accès à l'équipement, dans la dimension accessibilité physique, la question du déplacement, du transport. On verra que c'est une dimension qui est selon nous très importante, en plus de l'offre proprement dite d'accompagnement. Du coup, si on en revient sur la dimension 2, qui est sur celle de la fragilité socio-numérique, là on a repris, c'est essentiellement basé sur les données de l'INSEE, de l'enquête électronisme qu'ils ont sorti les résultats l'an dernier, qui était une enquête Eurostat, donc qui avait un nombre assez restreint de questions et qui était très contrainte par la dimension européenne. Mais déjà, pour deux motifs principaux. Un, parce qu'elle permet d'avoir des données qui sont généralement disponibles l'INSEE derrière, qu'on peut récupérer. Et du coup, ça, c'était important parce qu'arriver à montrer qu'il y a des variables qui sont très discriminantes dans l'environnement numérique, mais pas avoir des données disponibles après, ça génère surtout de la frustration et ce n'est pas très efficace. L'autre chose, c'est que les résultats de l'enquête INSEE sont totalement convergents avec les autres enquêtes existantes, même si on a des petits écarts parfois dans les tendances, mais globalement, on retrouve toujours les mêmes variables qui montrent, qui exposent certaines classes d'individus à être moins connectés que les autres. Donc la variable de l'âge, c'est pourquoi on avait retenu la variable de plus de 75 ans, qui est aussi celle de plus de 65 ans, je vous dirai pourquoi. Après, le fait d'être sans diplôme, parce qu'il y a une corrélation très forte avec le niveau de diplôme en termes de connectivité. Les ménages de personnes seules, parce que c'est une dimension qui est un peu sous-éclairée, même si en l'occurrence, toutes les enquêtes qualitatives le montrent bien. Pour le coup, dans les enquêtes CREDOC, on a le baromètre du numérique qui est un peu moins précis là-dessus, et l'INSEE a eu la bonne idée de le questionner un peu concrètement. Le fait de l'isolement est un facteur très très fort, en l'occurrence de moindre connexion. Et c'est une donnée qui existe dans les données locales INSEE. Il y a les personnes de plus de 65 ans sans diplôme, parce que c'est aussi une donnée qu'on peut avoir, et qui permettait là, en l'occurrence, de sommer deux dimensions très très fortes de non-connexion. Là, j'ai pris le diplôme. Il y avait aussi les inactifs et les retraités, parce que dans l'enquête dont je vous ai parlé, il y avait un facteur de surexposition assez fort sur les inactifs et les retraités. Non pas sur les chômeurs, mais bien sur les inactifs qui étaient ni chômeurs ni retraités, qui étaient en l'occurrence avec des facteurs de connectivité qui étaient moins importants. Ça, c'est les variables possibles. Il y en aurait d'ailleurs encore d'autres. Il y en a un certain nombre qu'on a dans un premier temps pas retenus. Alors, les retraités, les inactifs et les familles monoparentales, que j'ai oublié d'évoquer ici. Alors, pourquoi? En l'occurrence, les retraités, ça nous a semblé compliqué parce que les données INSEE sur les retraités au niveau local mettent des choses assez diverses, pour le coup. Et même si le nombre global de retraités est là, elle ne fait pas du tout la différence dans les ménages entre le fait que ce soit des retraités seuls ou pas, dans le deuxième membre du ménage, est retraité ou pas, et sans tenir compte du fait que dans le ménage où il y a un retraité, puisque c'est ça que ça comptabilise au niveau de l'INSEE, il y a la présence d'enfants, ce qui change considérablement le poids de la variable. Donc ça, on a décidé de ne pas le garder. Sur les inactifs, on ne l'a pas gardé parce que sur le territoire, quand on regardait, les effectifs étaient trop petits, donc peu pertinents. Et sur les familles monoparentales, qui est l'un des indicateurs qu'a retenu notamment à Cubo, c'est qu'on n'a pas trouvé la donnée pertinente en tant que telle, et qu'en plus, le résultat de
de l'enquête de l'INSEE montre qu'il n'y a absolument pas de surexposition des familles monoparentales à la non-connexion, c'est-à-dire ni au fait de se connecter à Internet, ni au fait d'avoir un accès à Internet, et qu'elle était plutôt mieux lotie que des ménages sans enfants. Donc, on a finalement retenu là, comme variable pour cette présentation-là, en principe un peu de score qui mêle deux données pour le coup, les plus de 65 ans et les personnes sans diplôme de moins de 65 ans. Pourquoi identifier les sans diplôme de moins de 65 ans? Pour ne pas avoir un double compte et pour arriver à avoir un chiffre qu'on a et en effectif là et puis en taux, on vous les présentera juste après, qui permettent un peu de donner corps pour les acteurs locaux à l'une des indications de la fragilité socio-numérique. De fait, avec cet indicateur, on n'a pas de double compte et on a deux populations qui sont très fortement exposées à la déconnexion. Et du coup, on a une idée du tableau. Alors voilà, l'une des traductions possibles, c'est l'aspect de Benoît, de ça dans un tableau pas très sexy, pour le coup, qui montre sur les 3 communautés de communes ce que ça peut donner. En sommant tout ça, ça c'est tout des choses qu'on peut faire à partir des données INSEE qui sont disponibles sur le site de l'INSEE à l'échelle qu'on veut, aussi bien à celle de la communauté de communes que l'agglomération, que la commune, voire même plus bas quand on est dans des communes où il y a beaucoup d'habitants en zone très dense, on peut aller jusqu'au carreau. Voilà, ça montre que là, on a un score pour chaque communauté de communes, et ce score permet de calculer, alors je ne l'ai pas noté, je sais pas, un taux de fragilité numérique, si on veut, qui est ce chiffre rapporté à la population de référence, à savoir la population non scolarisée de 15 ans et plus. Donc ça, on est homogène sur les groupes de population dont on parle, et on arrive à avoir et un effectif et un taux qui donne une indication d'une population dont on ne peut pas dire qu'elle a été connectée, mais qu'elle a de fortes chances d'être déconnectée. Si on passe sur la troisième dimension, du coup, l'exposition aux exigences numériques. Donc là, c'est un peu, c'est pas le tour de force, mais il y a un enjeu assez fort là-dessus, d'avoir un indicateur de cela, parce que comme le disait François initialement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir une idée des exigences numériques des démarches administratives. Donc on a là que des moyens d'approximer la situation par les individus eux-mêmes. Il y aurait une autre façon de penser ça, mais qui ne serait pas forcément une démarche d'indicateur, ça serait d'arriver à avoir un portrait des démarches administratives dématérialisées avec toutes les exigences numériques qu'elles comportent. L'Observatoire de la qualité des démarches administratives qui est mis en place et puis suivi par la DINUM, par la direction des délégations interministérielles au numérique, est un peu sur cette idée-là, avec, je ne me souviens plus, je crois qu'il y a 6 critères d'observation de la qualité pour avoir une idée, voilà, qualité ou pas qualité sur un certain nombre de choses. On pourrait traduire ça en exigence numérique le nombre de clics que ça suppose, quelles compétences ça suppose, etc. Dans une démarche d'indicateur comme on est là, on n'a pas la possibilité de faire ça. Donc, on essaye d'identifier des individus qui sont connus en fonction de leur catégorie socio-professionnelle ou autre. Là, en l'occurrence, c'est le cas des bénéficiaires, enfin, inscrits au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux, par exemple, parce qu'on sait que lorsqu'on est au chômage ou bénéficiaire de minima sociaux, on a beaucoup de démarches administratives en ligne à faire. Donc, c'est vraiment, là, pour le coup, on est typiquement dans le cas d'un proxy, d'une approximation qui donne une idée d'eux. Il y aurait d'autres, comme on le voit là dans les variables possibles, le nombre d'allocataires à bas revenus ou dépendants des prestations CAF, on n'a pas marqué que c'était CAF, seraient aussi des très bons indicateurs proxy, avec des chiffres qui sont moins élevés que le nombre de bénéficiaires de minima sociaux. Mais voilà, c'est aussi des choses qu'on pourrait utiliser, et là, sans doute, pour mettre en œuvre des démarches d'action un peu plus proactives, afin d'identifier ces personnes et puis de leur proposer des choses. On en reparlera. On n'a pas retenu les ménages avec enfants scolarisés, qui me paraissait une dimension extrêmement intéressante. Et ce n'est pas la crise du Covid et les problèmes de continuité pédagogique pour montrer le contraire. Simplement, c'était très difficile à interpréter. Et comme toujours, en question en matière d'indicateur, un bon indicateur, c'est un indicateur qui est facile à interpréter. Ça ne veut pas dire qu'il est exclu, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut faire un focus un peu spécifique, parce que ça suppose des moyens d'investigation derrière qui sont, et d'interprétation qui sont assez conséquents. Et on n'a pas tenu compte des jeunes, qui étaient l'une des variables retenues dans un cubo, parce qu'en tant que telle, elle nous paraissait très trompeuse.
Ce qui nous semble intéressant, même s'il est vrai que les jeunes, tous digital natives qui sont, peuvent être assez peu compétents avec les premières démarches administratives, on a vu que c'est extrêmement corrélé à un niveau de diplôme et à des situations très spécifiques. Et du coup, partir directement sur cette variable jeune nous semble être trompeur et pas forcément le plus parlant. Donc, on n'a pas retenu. On a là aussi, pour des besoins de présentation qui sont ceux notamment de l'atelier de demain, retenu un principe de score où en essayant de ne pas avoir trop de double compte, où on mêle pour le coup non pas le taux de chômage, mais le nombre de bénéficiaires, le nombre de personnes inscrites au chômage et le nombre de bénéficiaires de minima sociaux pour avoir un score d'exigence numérique qui bien sûr serait à discuter et autres, mais qui donne une idée sur un territoire donné d'une population potentiellement très exposée à des exigences numériques administratives. Si on a, voilà, dans les tableaux, ça donne la même chose. Là, on n'a pas de calcul de taux possible puisqu'on n'a pas de population de référence qui soit homogène, en l'occurrence, contrairement au score précédent. Et en plus, on somme des choses qui ne sont pas des mêmes années parce que, comme je vous l'ai dit, tous les indicateurs, mais ceux-là, comme ceux d'un Cubo, on est basé là, on est sur des données disponibles d'INSEE qui sont celles du précédent recensement, à savoir 2016, à la différence des données minima sociaux qui sont des données de la CAF, auxquelles on peut accéder par CAF Data, parce que la CAF nationale, la CNAF, a mis en ligne, en l'occurrence en open data, toutes ces données. Il est possible d'avoir des données plus récentes, et donc que celles des chômeurs INSEE. Mais comme l'a montré l'exemple du SGAR Occitanie, dès lors qu'on travaille avec Pôle emploi, on peut avoir des données plus récentes, puisqu'ils ont réussi à avoir des données de l'année écoulée en Occitanie. On pourrait imaginer exactement la même chose là. Au stade de développement de notre démarche, on n'a pas eu le temps de lier contact avec Pôle emploi, mais c'est tout à fait envisageable. Et on pourrait avoir quelque chose avec la CAF, c'est d'ailleurs en cours. Ce qui fait que sur celui-là, contrairement au précédent, où on est beaucoup plus dépendant des données INSEE, on pourrait avoir un score qui est beaucoup plus récent, en l'occurrence dans les données fournies. Voilà pour ces deux dimensions là de l'indicateur. Je passe la main maintenant. Ah non, j'en ai encore. Sur le parti pris, en plus, qui est important. Pourquoi on a des effectifs, contrairement. Alors, je ne sais pas quelle est votre connaissance d'un Cubo, mais le principe d'un Cubo, ça a été de calculer des scores qui sont établis sur la différence à la moyenne régionale. Le but d'un Cubo, c'était de donner un peu de visibilité cartographique à l'échelle d'une région, puisque ça avait été monté pour la région Occitanie. Et du coup, chaque territoire, le score de chaque territoire a été établi en comparaison à la moyenne régionale. Nous, sur un territoire qui était d'abord celui d'une communauté de communes et puis après de 3, ça ne nous paraissait pas très intéressant d'avoir une comparaison à une moyenne régionale parce qu'il y a de nombreux biais qu'on ne maîtrise pas très bien. Et le fait d'avoir uniquement des taux ne paraissait pas la chose la plus parlante, en l'occurrence pour des acteurs du territoire. Il a semblé assez rapidement que donner une idée du poids de ce que ça représentait en termes d'habitants, c'est quelque chose qui potentiellement pouvait un peu plus interloquer les acteurs, de se rendre compte, les pourcentages, ça ne dit pas le nombre d'individus qu'il y a. Et cette idée du poids, personnellement, je pense que ça peut être vraiment un moyen d'attraper l'attention des acteurs, à dire il y a tant de centaines ou de milliers de personnes qui sont a priori exposées à des difficultés administratives sur le territoire. Ça paraissait plus pertinent d'être comme ça. Pour autant, comme j'ai déjà dit, c'est juste une présentation. Et les tableaux statistiques, on a vu qu'on pourrait s'emparer d'autres dimensions. Les personnes de plus de 75 ans, on peut avoir les personnes de plus de 75 ans seules aussi, qui, elles, ont des très gros signaux critères d'urgence pour le coup d'accompagnement, parce qu'elle est très exposée à de la déconnexion. Mais pour l'instant, on a fait ce choix sur ces scores parce qu'on veut le mettre en discussion avec les acteurs, voir ce qu'ils en pensent et pouvoir sélectionner éventuellement avec eux les variables qui leur paraissent les plus pertinentes en fonction aussi de problématisation ou de réflexion sur leur territoire, de publics qui sont ciblés. Ça pourrait être fait en corrélation avec du pass numérique quand il est fait, etc. Là, je pense que c'est fini pour moi pour l'instant. Oui, je reprends la main du coup pour présenter le quatrième et dernière dimension de cet indicateur. On change de présentateur aussi parce que cette quatrième dimension, vous comprenez, change de nature puisque on est ici sur une production de données ad hoc, c'est-à-dire réalisée par le Lab Access dans le cadre du portrait.
Donc cette quatrième dimension, c'est donc la question de l'accès aux ressources pour la relation administrative. Quelles sont les ressources disponibles et accessibles pour les habitants d'un territoire donné qui leur permettraient donc de trouver de l'aide, de faire face à ces exigences numériques. Alors, pour collecter cette ressource, on s'est confronté, comme tous ceux qui s'intéressent aux questions d'inclusion numérique, on s'est confronté à la question de savoir comment est-ce qu'on va lier et prendre dans le même mouvement des acteurs et des lieux qui peuvent relever de l'accompagnement social, de l'accueil social inconditionnel, de la médiation numérique, voire de la culture, puisque, comme vous le savez, une bonne partie des actions d'inclusion numérique, pour aller vite, se déroulent en médiathèque et en bibliothèque. Alors, pour ne pas se cogner contre le mur de cette segmentation de l'offre publique, on a construit une typologie basée sur 5 situations types, centrées sur l'expérience usagée, ou en tout cas centrées sur les situations que pourrait vivre un habitant du territoire engagé dans une démarche administrative ou rencontrant le besoin ou la nécessité d'engager une démarche administrative. Donc, ces 5 situations types s'énoncent de la manière suivante. Le souhait ou le besoin d'être informé ou orienté. Je ne sais pas si j'ai des droits, je ne comprends pas les informations que j'ai reçues, je n'arrive pas à les trouver. Donc, premier niveau, j'ai besoin d'information, j'ai besoin d'orientation. Deuxième situation, j'ai besoin d'être aidé dans des démarches parce que j'identifie quelque chose que je n'arrive pas à faire ou que je ne suis pas sûr de pouvoir faire ou que je ne comprends pas. Troisième situation, j'ai besoin de dépanner ou de réparer mon matériel. Quatrième situation, j'ai besoin d'accéder à des équipements informatiques, soit que je n'en possède pas, soit que je possède des équipements qui sont inadaptés aux exigences numériques. Typiquement, j'ai qu'un smartphone et on me demande un scanner, un scan. Il faut que j'accède à un scanner sur un PC. Voilà. Et enfin, cinquième situation, le besoin ou l'envie de suivre une formation et ou de développer ma culture numérique et donc de pouvoir m'engager dans une démarche qui vise plutôt le développement des compétences. Donc, 5 situations types qui nous ont permis, vous le verrez, de recenser les ressources disponibles à Brocéliande en fonction de ces 5 situations. Alors, on ne s'est pas contenté que de ces 5 situations qui sont en fait les entrées par lesquelles on organise le recueil de données. Pour chacune des ressources qu'on peut identifier sur le territoire de Brocéliande, donc, et qui répond donc à l'une ou plusieurs de ces situations types, on a bien sûr identifié la commune d'implantation, en se posant la question à chaque fois si cette commune était desservie par les transports en commun, lesquels et à quelle fréquence. Est-ce que cette commune est couverte par un service de transport à l'allemand? Voilà. Et puis, pour chaque ressource identifiée, on a renseigné les modalités d'accès à la ressource. Est-ce que c'est une ressource qui est accessible sans rendez-vous ou alors sur rendez-vous? Est-ce qu'il faut s'inscrire auparavant? Et s'il faut s'inscrire, est-ce qu'on peut se présenter physiquement pour s'inscrire ou est-ce que l'inscription se fait à distance? Est-ce que cette ressource est payante? Est-ce qu'elle fait l'objet d'une tarification? Est-ce qu'il faut être adhérent? Ou est-ce que c'est non payant, gratuit? Et enfin, on a fait un travail qui me semble vraiment essentiel sur la question de ce qu'on appelait avant le bureau des temps, c'est-à-dire les plages d'ouverture. Combien de journées dans la semaine la ressource est-elle accessible? Est-ce que c'est une journée par semaine? Est-ce que c'est 2, 3 journées par semaine? En fait, on a même dû, au cours de route, adapter un peu notre typologie parce qu'il y a des ressources qui sont présentes sur un territoire, mais qui sont en fait accessibles une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Et évidemment, dans la cartographie, si on fait une projection cartographique de ces ressources, c'est quand même un peu important d'avoir en tête le type d'ouverture et de conditions d'accessibilité qu'elles offrent. Plage d'ouverture et tranche horaire. Tranche horaire, en s'accordant sur la question des heures de bureau, 9h, 17h, ou en dehors des heures de bureau. Donc, chacune des ressources
et aussi qualifié en fonction de ces 6 critères. Voilà, pour la 4e dimension. Et du coup, maintenant, je passe la main à Léa qui va vous présenter ce recueil de données là, qui a été fait sur Brocéliande, où on en est et comment les choses se sont passées. Ouais, je peux passer à ça. Alors, pour recueillir toutes ces ressources, on a mobilisé plusieurs sources. D'abord, on a écumé les sites internet des communes, des communautés de communes, des associations, des opérateurs, des médiathèques, qui proposaient eux-mêmes leurs conditions d'accès aux ressources. On s'est beaucoup aussi appuyé sur l'annuaire social du département, notamment pour tout ce qui était ressources de CCAS. On a aussi utilisé la carte de l'inclusion numérique du département. Et on a ensuite augmenté ces recueils de données avec des rencontres avec les acteurs du terrain. On a rencontré, notamment dans le cadre d'ateliers collaboratifs, le réseau de lecture publique, donc médiathécaires et bibliothécaires du territoire. On a aussi rencontré les secrétaires de mairie, les DGS des communes, de la communauté de communes de Saint-Amand-Montauban. Et là, à chaque fois, l'objectif était de leur poser 2 questions. D'une part, en quoi la structure pour laquelle vous travaillez est une ressource à la relation administrative, et d'autre part, est-ce que vous, en tant que professionnel ou en tant qu'habitant, habitante des territoires, vous connaissez d'autres ressources susceptibles d'être mobilisées par ces habitants et habitantes qui ont des soucis avec leurs relations administratives. On a aussi un 3e temps qui est organisé demain après-midi, qui était prévu en atelier collaboratif et qui en fait se transforme en atelier collaboratif par visio, où là on a invité tous les acteurs du territoire, donc que ce soit des agents publics, des secrétaires de mairie, des assistants sociales, des personnes qui travaillent pour les opérateurs, les associations, à travailler avec nous autour du recueil et de nous dire de la même façon en quoi leur structure est ressource et si ils ou elles connaissent d'autres ressources sur le terrain. Là, ce qui peut être intéressant, c'est que je vous montre le tableau. Benoît, tu es capable de montrer le tableau. Pour vous donner une idée de un peu comment se présente le recueil de données. Pour vous montrer un peu, parce que je vais vous montrer un prototype de représentation visuelle, cartographique, mais c'est qu'une possibilité du traitement de données. Et en fait, ce sur quoi on travaille, voilà, c'est ça, c'est bon. C'est ce tableau. Alors, on a fait une entrée donc, par commune. Et une entrée. Voilà, vous voyez tous bien le tableau, je crois. Donc, on a choisi une entrée par lieu, c'est-à-dire de se poser la question, par exemple, si on prend le tableau comme vous le voyez à l'écran, à Brioude-sous-Montfort, est-ce qu'à la bibliothèque, je peux être aidé, informé, dépanné, assister à un atelier? Non, c'était mieux. Toujours quand on veut arranger un truc, c'était mieux avant. Voilà, on a choisi de faire une entrée par lieu. Plutôt que par situation, on aurait pu aussi se demander, à Brioude-sur-Montfort, où est-ce que je peux être informé, où est-ce que je peux être orienté, aidé, et renseigner les lieux. On a choisi de faire une entrée par lieu, parce que pour l'instant, les personnes à qui on a posé la question des ressources, c'était des professionnels, et donc il y avait un prisme de raisonner par structure. Donc c'était plus simple pour nous de traiter les données ainsi. On va voir après, une fois qu'on aura posé la question aux usagers et aux personnes concernées, est-ce qu'on aura besoin de changer de modalité de recueil ou est-ce qu'on pourra toujours adapter sur celui-ci? On a aussi fait le choix, par exemple, de renseigner des lieux physiques. C'est-à-dire que là, par exemple, pour Brioude-sur-Montfort, vous voyez qu'on a renseigné le lieu mairie. Et au sein de cette mairie, il n'y a pas que l'accueil dispensé par la mairie. Il y a le CCAS, il y a aussi un PAE, Point Accueil Emploi. Il y a aussi le service info jeunesse. Il y a aussi des assistantes sociales qui viennent faire des permanences une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Et donc l'important, c'était
toujours de se passer du côté de l'usager et de l'expérience usager, de se dire, est-ce que si je me présente à la mairie, est-ce que j'ai une réponse? Est-ce que je vois quelqu'un qui est capable de m'apporter des informations? Certes, peut-être une information de premier niveau, mais quitte à ce que je sois réorientée, aidée dans ma prise de rendez-vous. Donc, c'est vraiment une démarche qui se focalise sur l'usager et ce qui est intéressant aussi dans notre recueil. Voilà, j'ai fini pour le tableau. Si tu veux revenir sur le diapo, s'il te plaît, Benoît. On fait une démonstration maintenant. Oui. Alors, juste avant de vous montrer peut-être la représentation cartographique qu'on a faite, vous dire que pour l'instant, on fait face à une limite qui est renforcée par le fait qu'on soit confiné. C'est que les personnes qu'on a interrogées sont des acteurs en majorité publics du territoire et qu'ils raisonnent selon un prisme institutionnel. C'est-à-dire qu'on a du mal à les mobiliser sur des ressources informelles. En fait, ce qui est intéressant dans la démarche centrée sur l'usager, c'est aussi de faire émerger des ressources hors institution. C'est se dire, est-ce que l'usager estime que la Wi-Fi dans un café ou une brasserie est une ressource pour sa relation administrative? Est-ce que le fait qu'un membre d'une association sportive soit capable de donner des coups de main pour les démarches RSA ou allocation CAF, ça, c'est des choses qu'on aimerait savoir. Et pour l'instant, on a du mal à faire travailler les acteurs du territoire sur ces données-là. C'est sûrement dû à un prisme professionnel parce qu'on les rencontre dans le cadre professionnel. Peut-être un manque de légitimité à mentionner ces données qui ne sont pas institutionnelles, qui sont du registre de l'informel, voilà, du bouche à oreille. Et donc, c'est pour ça que la prochaine étape du recueil, c'était d'aller poser la question à l'usager. Là, pour le coup, du coup, c'est un peu mis en pause. Mais c'est vraiment un biais qu'on aimerait dépasser et qu'on aimerait aussi essayer de dépasser avec les acteurs du territoire. Demain, pendant l'atelier, on a réfléchi à une stratégie pour les faire vraiment réfléchir sur ces ressources informelles. Sachant que le questionnaire, Léa, le questionnaire qui est passé à Saint-Mammont-Auban comprend des questions de ce type, c'est-à-dire lorsqu'on rencontre des difficultés, est-ce qu'on se fait aider, par qui, et en explorant les formes d'aide non institutionnelles dans l'affaire. Oui. Donc c'est en partie réalisé à travers le questionnaire. Voilà. Du coup, on va vous montrer un prototype de collection cartographique des données. Donc, en vous rappelant bien que le portrait A n'a pas vocation à être une carte, on peut le représenter sous type de carte et c'est plus simple, c'était plus simple de vous le présenter ainsi, notamment parce qu'on est en visio, ça permet d'être plus clair, parce que le tableau, vous l'avez vu, est un peu dense, mais ça pas, en fait, l'objectif, c'est pas de faire une carte, l'objectif, c'est de faire des données dont les acteurs du territoire puissent se saisir et puissent saisir l'intérêt que ce portrait, cette méthode et ce recueil ont dans le diagnostic de territoire, la décision publique. Donc là, on va vous proposer quelque chose, mais c'est à titre de prototype. Donc, en fait, c'est ça. La progression de la représentation cartographique, c'est de se dire les habitants et habitantes peuvent être dans une situation de vulnérabilité face aux démarches en ligne, vulnérabilité d'accès aux équipements avec la première dimension, vulnérabilité socio-numérique, donc de capacité, entre guillemets, à utiliser cet équipement, la dimension 2. Cette vulnérabilité qui est mise en regard avec des exigences auxquelles sont confrontés ces habitants et habitantes, la dimension 3, et les aides qu'ils ou elles peuvent mobiliser afin de répondre à ces exigences et n'étant pas capables de le faire seuls parce qu'ils sont vulnérables. Donc, cartographiquement, ça donne ça. Donc ça, c'est une représentation schématique de Montfort Communauté, des 3 ComCom sur lesquels on travaille. Voilà, l'étoile, c'est Montfort-sur-Meux, c'est le siège de la ComCom, et il y a 8 communes sur le territoire. La première donnée qu'on a affichée, c'est le score TICAP. Donc TICAP, c'est un outil collaboratif qui cherche à voir la qualité de la
couverture Internet sur les territoires. Mobile, Internet mobile, donc tout ce qui est 3G, 4G. Et donc là, en vert, c'est les territoires qui ont reçu un score inférieur à 2 à ce score qui capte, donc ce qui laisse présumer d'une faible qualité du réseau mobile. Ensuite, on a en bleu un taux de l'ARCEP sur le taux de locaux éligibles par commune à un débit de 30 mégabits par seconde. Si ce taux est inférieur à 25%, la commune est assurée en bleu. Donc, ce qui donne une idée, non pas forcément comme Michel Briand disait dans la conversation, d'une difficulté à effectuer les démarches en ligne parce que manque de connexion, mais plutôt sur une perception de la qualité de la connexion par les individus et de voir leur équipement capable de faire telle ou telle démarche. Et donc ça, ce serait pour l'accès au réseau. Ensuite, on a le score fragilité, dont Pierre parlait tout à l'heure. Par exemple, voilà, très bien, celle-ci, 861, ça veut dire que sur cette commune, il y a 861 personnes qui sont soit âgées plus de 65 ans, soit sans diplôme, et donc ils sont plus susceptibles d'être en situation de difficulté face au numérique. Ensuite, Benoît, tu fais des petits... Voilà. Voilà, donc ça c'est en violet, c'est le score exigence numérique. Donc toujours dans cette ville, par exemple, on a 861 personnes qui sont susceptibles d'être en difficulté face au numérique. Il y a aussi 323 personnes qui, elles, doivent faire face à des exigences régulières de démarche en ligne. Donc, ce qui donne une idée du besoin des habitants sur le territoire. Et donc, pour faire face à ces besoins, on a recensé les ressources. Voilà. Donc, on a fait un code couleur déjà. Quand vous voyez le Panthéon en bleu, c'est que ce sont des ressources institutionnelles de type mairie, Comcom, CEDAS, agence départementale. En orange, c'est les bibliothèques. En vert, c'est les associations. Quand il y a un ordinateur, je ne sais pas si vous voyez très bien, qui est en violet, ça veut dire que c'est une entreprise privée. Donc, ce n'est pas une offre publique, c'est un dépanneur informatique, quelqu'un qui est capable de vous vendre un ordinateur, de vous aider avec vos démarches. Donc, ce qu'on peut voir d'un premier coup d'œil, c'est se dire qu'il y a une prédominance des ressources institutionnelles, que ce soit les institutions publiques ou les médiathèques, ce qui est logique dans ce genre de territoire rural. On peut aussi noter quand même une grande présence du réseau de lecture publique, donc en orange, ce qui est logique aussi parce que ce type d'équipement propose souvent un accès Wi-Fi, des ordinateurs en ligne, des ateliers numériques. Donc c'est logique, mais ça peut être aussi problématique parce que les médiathécaires et les bibliothécaires ne sont pas formés forcément à la médiation du numérique. Et on a pu relever dans nos échanges avec elles et eux que c'est une question de posture, de se dire je fais de l'accompagnement numérique et à quel moment j'empiète sur des questions de confidentialité ou d'accompagnement social, qui est pour l'instant un métier différent. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de vous montrer l'intérêt de qualifier les démarches. C'est-à-dire que là, donc non. Ah, on n'a plus l'effet de suspense. Là, donc sur cette communauté de communes, on a 24 ressources que les habitants et habitantes peuvent mobiliser s'ils ont besoin d'aide dans leur démarche. Mais si on enlève les ressources qui ne sont accessibles que pendant les horaires de bureau, donc lundi, vendredi, 9h, 17h, et qu'on enlève les ressources payantes, on se retrouve avec 13 ressources. Donc, ce qui supposerait, et là encore, c'est des premiers résultats et c'est des suppositions. Il faut qu'on aille voir si c'est le cas ou pas pour rencontrer les gens pour leur poser la question. Mais là, ça supposerait que sur les 24 ressources, des personnes qui travaillent à temps plein sur un rythme de bureau n'ont accès qu'à 15 ressources sur les 24, 13 si on enlève aussi celles qui sont payantes. Donc, ce n'est pas du tout une idée de poser un jugement de valeur sur les ressources qui sont proposées aux habitants, mais c'est plutôt de se questionner sur l'accessibilité des ressources.
et de questionner, d'aider aussi à la décision publique. Est-ce que si les ressources ne sont pas mobilisées, sont proposées mais pas mobilisées par les habitants et habitantes, est-ce que c'est une question d'accès, est-ce que c'est une question de coût, d'horaire, de prise de rendez-vous? Et ça permet aussi de vraiment se placer du côté de l'usager et pas des représentations qu'on en a, nous, en tant qu'agents publics ou chercheurs. C'est de se dire, par exemple, si on a un atelier de numérique organisé par une médiathèque le mardi de 14h à 16h et qu'il n'y a que des personnes âgées, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que les personnes âgées qui ont des difficultés avec leur démarche en ligne, ou est-ce que ça veut seulement dire qu'il n'y a que les personnes âgées qui sont disponibles un mardi après-midi? Et donc, de se placer dans cette démarche usagée permet aussi de se poser toutes ces questions et que les acteurs en fait, se les posent eux-mêmes en voyant les résultats. Et donc là, c'est pour l'instant les données qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, sachant qu'on a assez hâte de demain et de faire l'atelier avec tous les acteurs du territoire. C'est la prochaine grande étape et surtout d'essayer de voir si ils ou elles peuvent mobiliser des ressources informelles pour essayer de contrecarrer l'idée qu'on a pour l'instant que en fait, toutes les ressources sont institutionnelles et que les ressources interpersonnelles sont à la marge. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va essayer de questionner dans les prochains jours. Merci beaucoup Léa pour cette présentation et cette belle maquette prototype effectivement cartographique qui, voilà, avec tous les biais que peut représenter une cartographie, mais qui peut aussi faire parler des choses un peu comme celles qui sont exprimées là, et voilà, avec un vrai intérêt. Ouais, c'est ça, c'est un premier exemple de filtre. On pourrait imaginer aussi un filtre sur quelles sont, parmi ces 24 ressources citées par Léa, lesquelles sont de type formation. Et peut-être s'apercevoir que la formation est soit absente, soit localisée dans un point très précis de la commune, ce qui pose aussi d'autres questions. Donc c'est un des usages possibles de la base de données qu'on a réalisée, et toujours à rapporter au poids représenté par les post-it verts et violets des personnes qu'on identifie comme possiblement en fragilité ou en vulnérabilité.